La Commission nationale OHADA de la République démocratique du Congo a une mission, notamment celle de la vulgarisation des as uniformes. On a besoin de rappeler que le 17 octobre 2023, l'OHADA, les institutions de l'OHADA se sont réunies à Kinshasa, qui plus est, se sont réunies à Kinshasa au fin de adopter les nouveaux actes uniformes qui portent organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Cet acte, en effet, mérite vulgarisation et c'est dans ce cadre, s'appropriant cet acte uniforme qui est notre bébé, et c'est le premier pour le Congo, s'appropriant de cet acte uniforme, la Commission nationale OHADA a bien voulu organiser une série des formations qui commencent à Kinshasa, ici, dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Et les objectifs poursuivis, c'est faire connaître, amener des connaissances nouvelles de ce nouveau bébé qu'est le nouvel acte uniforme. Ce qui m'intéressait le plus, ce sont nos attributions, nos compétences, que le nouvel acte uniforme a essayé un peu de préciser. Et puisque depuis longtemps, nos attributions étaient mises en mal par les greffiers et les autres acteurs de la justice. Et étant partenaire important de la justice dans l'exécution de décisions judiciaires, la loi nous donne ce pouvoir d'exécuter les décisions judiciaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous voyons le nouvel acte uniforme revenir avec autorité et interdire quiconque, sanctionner même des nullités, tous les actes que quiconque oserait poser en cette matière. J'ai retenu beaucoup de choses qui ont été de manière brillante exposées par les orateurs, en l'occurrence Maître Landry Pongo. Ici de vous rappeler que les nouvelles actes uniformes qui font en sorte qu'on se retrouve dans cette grande salle apportent beaucoup d'innovations en matière de procédures simplifiées d'égarement et voies d'exécution. J'ai retenu qu'actuellement, avec les nouvelles actes uniformes qui vont entrer en vigueur le 16 février 2024, dorénavant, on peut pratiquer la saisie de fonds de commerce, ce qui n'existait pas. Même en matière de saisie immobilière, il y a eu encore des ajouts en matière de saisie immobilière corporelle, tout comme en matière de procédures simplifiées, notamment les cas de délai en matière d'injonction des pays. C'est pour OHADA. Nous avons l'honneur d'avoir le président pour son mot de bienvenue qu'il va nécessairement adresser. Cette séance de formation qui prendra 2 jours, aujourd'hui et demain, je voudrais, avant tout au nom de la Commission nationale OHADA, vous saluer et vous souhaiter la... Surtout qu'on a dit qu'il y a beaucoup de magistrats
l'expression d'intérêt des plateformes portant procédure simplifiée de recouvrement et des droits d'exécution, le tout le plus, je ne dirais pas imposant, du point de vue quantitatif de l'acte uniforme. Utiliser les actes uniformes, celui qui a posé le plus de problèmes, et quand je regarde à la région qui concernant les voies d'exécution, que nous avons passé ici sur cette tribune, moi-même j'aurais un mot, mais de façon très générale, professionnelle, des praticiens ici, il faudrait qu'on s'éclaire sur pas mal de principes qui demeurent, mais également des principes nouveaux, s'agissant des principes de l'uniforme. Mais il faut ne pas oublier ce qui a été fait, en dire plus. Et j'espère tout simplement, m'adressant aux participants à ce genre d'activité, la moindre chose, c'est de pouvoir ensuite, même un bref compte rendu sur ce dont on a parlé, c'est la moindre chose. Il y a un partage des connaissances. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission nationale OADA. Alors, c'est bel et bien Madame la directrice du cabinet de Madame la ministre, de la ministre, Madame la directrice, avec beaucoup de respect que nous devons nous avoir. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je voudrais tout d'abord, comme le modérateur l'a dit, et elle a tenu à ce que je le fasse, vous présenter les excuses de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le texte a été adopté ici à Kinshasa. Et nous tous, nous devrions, en tant que Congolais, en être très fiers. Et donc, elle ne pouvait pas manquer, mais malheureusement, pour des raisons d'État, vous le savez, c'est le Conseil des ministres aujourd'hui. Si elle était en virtuel, elle serait avec nous pour ouvrir et regagner son bureau pour participer au Conseil des ministres. Mais malheureusement, c'est en présentiel. Elle est donc déjà au Mont-Galema pour cela. Et donc, elle m'a chargé de la représenter. Et c'est un honneur pour moi. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, c'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous, au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, empêchée pour des raisons d'État, pour la cérémonie d'ouverture de ces 2 journées d'échange dédiées à la vulgarisation du nouvel acte uniforme sur les voies d'exécution. C'est ici l'occasion, toujours au nom de la ministre d'État, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son ferme engagement d'assainir l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, ce texte dont il est question a été adopté à Kinshasa lors de la 56e session du Conseil des ministres de l'OADA, durant la mandature de la RDC à la tête de cette organisation régionale. Il est donc important que les juristes congolais, magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, conseillers juridiques et j'en passe, s'en approprient. Les efforts considérables du gouvernement congolais ont été fournis pour l'adoption de ce nouvel acte uniforme à Kinshasa et notre pays vient d'obtenir lors de la 57e session du Conseil des ministres tenue le 6 février 2024 à Dakar l'ouverture d'un bureau du centre d'arbitrage de la CCJA à Kinshasa et ce, dans le but d'améliorer considérablement le climat des affaires en République démocratique du Congo et attirer les investisseurs. C'est vraiment, je vous assure, un motif de joie et de fierté pour les Congolais que nous sommes. Ainsi, je peux me permettre d'affirmer sans embâche que votre participation à ces assises témoigne
de ce vif souhait de s'approprier ce nouvel acte uniforme né en République démocratique du Congo. Je ne peux clore mon propos sans exprimer mes encouragements à la Commission nationale OADA pour cette belle initiative visant la formation continue des praticiens de droit. Sur ce, au nom de son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, je déclare ouverte la session de formation sur l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. J'ai dit, je vous remercie. Les moments avec la pause photo. Ainsi, je vous prie de pouvoir joindre le hall pour lancer la formation. Merci. Les chefs d'office. Bien choisi pour que le praticien de droit, par praticien de droit, je vois magistrat, avocat, huissier de justice et j'en passe, l'intervention du tout premier formateur qui est le professeur Massamba Makela. Le professeur nous jettera un regard sur la personne bien indiquée parce qu'il a participé aussi bien en amont qu'en aval des sur ce qu'est l'OADA, pourquoi l'OADA et où est-ce que nous allons. Et évidemment, cet État, c'est quand même un tiers de l'Afrique. Il n'y a pas dans le continent africain une organisation qui regroupe autant de pays. Juste après vient, je pense, SADC avec 16 pays, à ne pas perdre de vue aussi. Alors, pendant un moment, on se demandait si nous voulions rejoindre les pays de l'Ouest. Erreur, nous sommes près de la moitié. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Je crois que l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même, comme vous le savez, déjà au moins un pays mi-anglophone qui est le Cameroun. Et donc c'est une expérimentation de la perception de l'OADA en milieu anglophone. Ce n'est pas si facile ou parfait, mais au moins c'est déjà une première approche. Et un pays lusophone, et un pays hispanophone également. C'est important de savoir, parce qu'on parle d'organisation internationale, il y a des équilibres. À certains moments, il y a des votes substantiels. En réalité, il y a aussi le droit processuel par la force des choses. Il y a aussi des matières qui ne relèvent pas seulement que des règles substantielles. On dit que l'OADA ne touche pas à l'organisation judiciaire. C'est vrai, nous avons nos textes d'organisation judiciaire, comment fonctionnent nos tribunaux, notre procédure, mais on trouve aussi quand même, et on va souffler un petit mot là-dessus, au niveau de l'OADA, des dispositions qui obligent nos tribunaux à adopter telle ou telle attitude en matière de compétences, pour se déclarer ou non compétent, ou également quelles règles de procédure ou quel délai de recours, par exemple dans les matières d'urgence, ce n'est pas notre délai ordinaire, si je peux dire. Ou bien est-ce que c'est la collégialité ou un juge unique? Tout ça, l'OADA y touche. Donc quand on dit que organisation judiciaire, procédure, c'est pas tellement l'OADA, mais par la force des choses, on y est quand même un peu. Et il faudrait évidemment que nos magistrats soient attentifs à cela. Donc, harmonisation du droit des affaires, des débats se posent et vont encore se poser. Les défis que nous avons pour les temps qui viennent, c'est de continuer à réfléchir. Est-ce que nous sommes dans le bon sens de l'harmonisation ou bien est-ce qu'on doit ajuster le sens de l'harmonisation? L'harmonisation de règles de droit peut être une harmonisation souple ou une harmonisation rigide
qui nous rapproche de l'unification. Ce n'est pas encore l'unification, mais qui nous rapproche. Nous sommes plutôt vers cette harmonisation assez rigide. Mais il y a des questionnements qui se posent si on veut s'ouvrir, parce que l'Afrique, c'est quand même, là nous occupons un tiers de l'Afrique, mais donc il y a les 2 tiers qui restent. On n'a pas dit que c'est toute l'Afrique qui doit être couverte. N'oublions pas qu'il y a aussi le common law qui existe, mais certains pays anglophones sont assez intéressés par l'OADA. Ça signifie qu'on doit aussi faire un certain nombre de, je ne sais pas si je peux appeler ça un sacrifice ou concession, mais on doit, dans cette sorte de rigidité, quand nous parlons de uniformisation, en ayant un peu peur de parler d'unification, en réalité donc d'harmonisation rigide et stricte, quand nous en parlons, on doit continuer à réfléchir, peut-être, ce sont les défis de demain, peut-être qu'il faudra commencer à assouplir un peu. Moi, ça fait des années que j'ai déjà donné ce point de vue pour ce qui me concerne, par écrit, en conférence aussi, que je suis plutôt du côté d'un certain aspect, par ces 2 axes majeurs que sont... Oui, mais ici, je ne sais pas. Mais je me souviens toujours d'un témoignage d'un avocat, je crois que c'est l'actuel patronat national, et je crois qu'il parlait d'environ de la décision, il disait c'est juste. Il en a gagné beaucoup. Mais il disait, je crois qu'il a eu... C'est bon quand un justiciable ou son avocat, ou avec il accepte la défaite. Presque comme dans un match de football. Quand on perd et qu'on voit que l'arbitrage était catastrophique, on proteste. Il y a un point de vue, je dirais, de la sécurité judiciaire communautaire. Beaucoup d'entre nous disent que bon, c'est pas tout à fait une communauté pour qu'on parle de droit. On ne modifie pas le rythme du battement quand j'entends le mot communautaire. J'ai eu des réunions avec 4 personnes, je crois que j'étais peut-être la seule personne, peut-être un deuxième aussi, un professeur de sécurité juridique, judiciaire, communautaire. Je pense que c'est aussi un succès. Il faut qu'on regarde, est-ce que la plupart de nos décisions sont cassées là-bas? Et quand il y a rejet, ça ne signifie pas aussi, je dirais, des fleurs pour l'œuvre de la magistrature nationale. Les décisions cassées, ça fait un peu mal quand il y en a beaucoup. Je parlais l'autre jour avec qui disait qu'il souffrait beaucoup au début quand les décisions les a... C'est comme si les yeux fermés, on savait que ça vient de la RDC. Donc il y aura cassation. Il a constaté que le rythme de cassation commençait à baisser. Le magistrat. Là où il y a la rencontre, je ne veux pas parler de 3 ou 4 congrès. Donc, c'est un peu notre fierté nationale qui est en jeu. Très applaudi pour tout ce qui est OADA. Mais heureusement, les gens n'ont pas encore eu le temps de commencer à faire ce genre de... C'est plus sage et rationnel. Et même c'est de l'OADA. Je regarde la longueur parce qu'on ne sait jamais. Alors, l'OADA, au-delà de ses objectifs, c'est aussi un cadre institutionnel. Presque comme un gouvernement, comme on en trouve dans les organisations internationales. Processuel. Je voudrais juste mettre vraiment un tout petit mot avant d'en terminer. Secrétariat permanent, Erchuma, c'est filmé, mais bon, peu importe, je voudrais dire que j'ai assisté un jour, on était dans un conseil du ministre, comme un bébé sur nos terres, le plus important des actes uniformes, c'est déjà une bonne chose. Mais quelque chose s'est passé, on n'a pas fait attention. C'est, comment dirais-je, l'amendement du règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage. Vous savez que la CCJA a une partie juridictionnelle, judiciaire, mais la CCJA c'est aussi comme une administration, pas comme un centre d'arbitrage en tant que tel, mais surtout comme une administration d'arbitrage. C'est pourquoi on parle de l'arbitrage CCJA
du centre d'arbitrage, CCJA si on veut, mais ce ne sont pas des juges qui sont des arbitres. Eh bien, la CCJA a un règlement intérieur en matière d'arbitrage. Comment on fait, il faut annuler une sentence ou que sais-je. Vous savez que l'arbitrage, il y a le juge d'appui qui encadre l'arbitrage. Dans ce règlement intérieur, on a modifié juste pour introduire un élément nouveau. Et cela s'est passé à la CCJA, c'est ça la procédure, mais ne sera valable qu'après approbation par le Conseil des ministres. Eh bien, la CCJA, il faut savoir que nous tous nous y avons travaillé pour qu'il en soit ainsi, a dans son règlement introduit un principe selon lequel la CCJA peut créer un bureau du centre d'arbitrage de la CCJA. Le centre d'arbitrage est à Abidjan. C'est lié à la CCJA. Qu'on se comprenne bien, il n'est pas exclu qu'un jour on délocalise. Le principe a déjà été évoqué, approuvé au Conseil des ministres de l'OADA. Mais maintenant, on va créer pour la première fois un centre d'arbitrage, qui est le centre d'arbitrage de la CCJA, mais un bureau du centre d'arbitrage, un bureau du centre d'arbitrage OADA, CCJA, mais qui se trouvera dans un autre pays. C'est ça qu'elle a dit. Et c'est pourquoi la RDC, qui avait prévu cela, et qui avait suivi toutes ces évolutions, a, il y a à peine, je dirais, 3 jours, ça doit être lundi dernier, mais avant ça, c'était 2-3 jours avant au comité des experts, et tout ça s'est bien passé, a dit que puisque la CCJA a modifié son règlement intérieur et a prévu cette possibilité, et que cela avait été approuvé à Kinshasa le 17 octobre aussi, maintenant, nous sommes candidats, nous sommes prêts à accueillir chez nous ce bureau. C'est ce qui vient de se passer là. C'est un élément important. On aura ici un bureau de la CCJA, mais c'est un bureau d'arbitrage. En principe, ça peut nous amener à réfléchir à 2 fois avant d'aller à la CCI Paris. Vous payez une salle pour les avocats, une salle à 3 500 € par jour. Vous payez parfois 1 million. Ça nous permettra de faire de l'arbitrage chez nous. Pas seulement pour les Congolais. Toute personne qui est intéressée par l'arbitrage au OADA peut aller à Abidjan. Elle peut venir aussi au bureau de Kinshasa. Voilà ce qu'elle a voulu dire, parce que c'est très important et ça fait partie de... C'est le deuxième, je dirais, succès de la mandature RDC. Alors, j'ai déjà picoré par-ci par-là sur certains éléments, je vois qu'on me fait pression ici, du cadre, non, j'ai dépassé le cadre institutionnel et j'ai pris même un peu dans le cadre processuel. Le cadre matériel, je ne vais pas entrer en détail, c'est l'ensemble des actes uniformes. Il y en a 11 aujourd'hui. Le tout dernier, c'est celui dont nous parlons. 11 actes uniformes qui forment le droit au OADA. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et je pense que j'ai quand même un petit temps pour les aspects conceptuels, hein, donc le contextuel, donc le cadre, le contexte. Mais s'agissant de l'OADA en général, moi je voudrais insister sur une chose. Il y a un traité. Nous avons notre constitution. À chaque fois que nous ne respectons pas un acte uniforme, une disposition d'un acte uniforme, parce que nous préférons appliquer une disposition nationale, nous violons à la fois l'acte uniforme en question, nous violons le traité, l'article 10, qui crée la suprématie des actes uniformes. Nous violons aussi l'article 215 de la Constitution, qui dit que les traités, donc les actes dérivés aussi, ont une force supérieure à celle de nos lois. Donc il faut chaque fois être très attentif. Quand vous êtes dans une matière
où il y a un acte uniforme. Surtout si l'acte uniforme dit clairement que tout ce qui n'est pas dans l'acte uniforme est abrogé. C'est le cas dans le domaine où nous sommes. Et quand vous voyez maintenant qu'il y a aussi une loi nationale, il faut être prudent là. Parce que vous ne violez, ce n'est pas seulement l'acte uniforme que vous violez, c'est aussi la Constitution. La décision là pourrait être attaquée en inconstitutionnalité. Donc ne perdons pas, il faut être très très attentif là-dessus. Ou bien une décision qui vient de la CCJA. Le traité vous oblige à ne pas prendre une décision, on n'a pas dit judiciaire, décision tout court, qui puisse être contraire à une décision de la CCJA. Quand vous avez, et là j'entre déjà dans le cadre de l'acte uniforme, qui organise des procédures spéciales, notamment en matière d'urgence, et qui vous dit, là il y a un juge qui a compétence exclusive. La CCJA vous dit, aucune loi nationale ne peut y déroger. Un juge unique. Des procédures spéciales, appel 15 jours. Mais comment pouvez-vous, à ce moment-là, greffer dans une telle procédure une affaire qui relève, je dirais, d'une procédure ordinaire, pas spéciale. Une affaire qui appelle, je dirais, le travail d'un collège de juges, vous l'amenez comme ça, par un mécanisme, vous l'amenez devant un juge unique. Donc il y a des choses à ne pas faire. Il y a des procédures spéciales. À ce moment-là, il faut s'y attacher. Il ne faut pas dire oui, mais il y a aussi la loi. Une fois qu'on est engagé. Là, c'est vraiment quelques rappels importants. Le respect de la primauté du droit Ouada. Et chaque... Alors, je vais bientôt terminer en donnant un peu quelques faits qui entourent. Mais on a passé beaucoup d'années à faire de la révision des autres actes uniformes. Presque toujours, l'acte ainsi révisé annule le précédent, donc ça devient comme un nouvel acte uniforme. Il y a des étapes. Ensuite, il faut appel d'offres, tout ça, on peut perdre 6 mois, comme ça, même une année. Mais ces actes uniformes ont pris beaucoup de temps. 3 ou 4 ans. Et peut-être c'est l'avantage de celui-là. 2019, on parlait un peu de 2020, et je crois que c'est matériel de l'OADA. Il nous a permis de pouvoir comprendre, comme je le disais, trop la compréhension de ces textes. Et il a gardé cette numérisation en ajoutant, par exemple, aux articles des tirés 1, des tirés 2, des tirés 3, pour permettre à ce qu'il y ait compréhension. Et donc c'était ça les contextes, c'est une formation, je sais qu'il y a plusieurs questions par rapport à cela. Notez vos questions, nous aurons 1 heure de temps d'échange. Et nous allons passer à un autre thème, plutôt sous-thème. Et cette fois-là, ce sera sur le procédé d'injonction de payer et de délivrer sous l'empire du nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et des voies d'exécution. Et un savant, Henri de Monterland, disait « Le désir de payer ses dettes peut être soit relevé d'une honnêteté, soit d'une pathologie. » Et pour ceux qui considèrent que payer des dettes est une pathologie, voilà, les recouvrements des créances sont là, ou les procédures de recouvrement des créances sont là pour permettre à ce qu'il y ait souplesse dans les affaires, dans les cas de recouvrement des créances. Et ainsi, c'était prévu dans le programme que Mme Marie-Toussaint Kitete puisse intervenir à ce sujet, parce qu'empêchée par des devoirs de la présidente de la République, je rappelle qu'elle est conseillère à la présidence de la République, précisément au climat d'affaires, elle est empêchée, et c'est Maître Landry Pongo qui va nous entretenir sur ces sous-thèmes. Et Maître Landry Pongo est expert à la Commission nationale OADA. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également coordonnateur régional des CEPRO OADA. Maître Landry est connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages. Daigner être avec
ces échanges scientifiques. 11 ans seulement après notre adhésion à l'OHADA et après l'application de l'acte uniforme du 10 avril 1998, 11 ans seulement, alors que nous n'avons pas encore fini de digérer l'ancien acte uniforme, nous voici en face de nous un nouvel acte uniforme, qui plus est adopté à Kinshasa, ce qui jette en nous une responsabilité, nous juristes, nous praticiens de droit. Les juristes praticiens sont à la croisée des chemins entre l'ancien droit et le nouveau, entre l'attachement au passé et la fascination de la nouveauté. Nous risquons donc un choc thermique épistémologique si nous ne prenons garde, si nous ne prenons l'engagement de nous imprégner à la connaissance de ce nouvel acte uniforme. Heureusement que la RDC n'a pas été les grands absents, non seulement des travaux, mais aussi des études qui ont conduit à la mise en place de cet acte uniforme. Adopté le 17 octobre 2023, cet acte uniforme qui est le plus pratiqué a plusieurs compartiments. Il va de l'article 1er à l'article 338. Et de façon principale, cet acte uniforme réglemente la première partie, au-delà de généralité, la première partie réglemente les procédures simplifiées des voies d'exécution, plutôt de recouvrement, et la deuxième partie statue sur les questions des voies d'exécution. Mais il est important, et vous trouverez que c'est important parce que la plupart des fois, dans la pratique, on peut arriver, plutôt que de faire allusion à une disposition qui concerne les jonctions de payer, eh bien on va lire une disposition qui concerne les voies d'exécution. C'est ainsi que nous aurons le plaisir de préciser que dans ce nouvel acte uniforme, et nous précisons pourquoi il est nouveau, la nouveauté, on pouvait l'appeler l'acte uniforme révisé, mais nous avons opté pour la nouveauté parce que les prescrits de l'article 335 du dit acte uniforme et 336 également disposent clairement que le présent acte uniforme abroge l'ancien et le remplace. Lorsqu'on remplace quelqu'un, on est nouveau. Donc ça a non seulement abrogé, mais aussi remplacé. D'où la terminologie nouvel acte uniforme. Mais au-delà, cet acte uniforme, à partir de l'article 1er jusqu'à l'article 2, traite des questions des généralités. Et ces généralités sont notamment le champ d'application de l'acte uniforme. L'article 1er, vous verrez assez précisé que l'acte uniforme, cet acte uniforme ne traite que des questions qui sont prévues, des matières prévues au sein de ces dispositions, c'est-à-dire en son sein. Les autres actes non prévus par cet acte uniforme sont régis par d'autres dispositions. Ça veut dire autrement que, par exemple, la question de saisie des navires et saisie des aéronefs qui n'ont pas été abordés par ce nouvel acte uniforme ne sont pas du champ d'application de cet acte uniforme. Nous allons revenir. Et au-delà de l'article 1er, vous allez voir l'article 1er point 1 donne les définitions. L'article 1er, trait 2, nous lance, jusqu'au trait 8, nous lance sur des questions
de l'autorité chargée de l'exécution, les modalités des significations, ici vous verrez, et c'est très important tant pour le juge que pour les huissiers de justice, autant pour les avocats, les modalités des significations et les sanctions qui sont prévues pour vice de forme. On va également parler des délais. Est-ce les délais sont francs ou non francs? Et l'article 2, à partir de l'article 2 jusqu'à l'article 27 de cet acte uniforme, on aborde les questions de procédure simplifiée des recouvrements et des voies d'exécution. Elles sont deux, l'injonction de payer et l'injonction de délivrer ou de restituer. Mais à partir des articles 28 jusqu'aux articles 335, 336, ce sont les questions relatives aux voies d'exécution, tant mobilières qu'immobilières, qui sont abordées. Et comme pour poser la fondation des voies d'exécution, à partir des articles 28 jusqu'à l'article 53, vous allez vous rendre à l'évidence que les législateurs Ouada posent les principes généraux, les principes structuraux applicables à toutes les voies d'exécution. Là, nous allons voir le principe des saisies préalables des biens meubles avant les biens immeubles. Nous verrons également en matière de saisie des fonds de commerce, quoi qu'étant un bien meuble, il faut commencer par saisir les autres biens meubles avant de saisir les biens de fonds de commerce. Nous verrons également le principe des immunités d'exécution, la formule exécutoire ou réquisition de force publique. Nous verrons également la question de condamnation des tiers saisis ou de sa responsabilité. Nous allons également statuer sur la question du juge chargé des questions d'exécution mobilière, contentieux d'exécution des biens mobiliers, d'une part, et du juge censé statuer sur les questions d'exécution en matière immobilière. Nous verrons également les questions d'insaisissabilité. À partir des articles 53 jusqu'aux articles 245-34, ce sont des questions de saisie des biens meubles. Et là, nous avons la saisie conservatoire qui a 4 démembrements, la saisie conservatoire des créances, plutôt des biens meubles corporels, du bétail, c'est une nouveauté, saisie conservatoire des créances et des parts d'associés. Et également, à partir des articles 91 jusqu'aux articles 153, on aborde les questions des saisies-ventes, à ce compris la vente du bétail, saisie des biens contenus dans les coffres-forts, c'est une nouveauté, et saisie-vente ordinaire. Et à partir des articles 153 jusqu'aux articles 172, les questions relatives à la saisie et attribution des créances, une saisie qui est très récurrente, et il y a beaucoup d'innovations à ce niveau. Nous allons y revenir. Et à partir des articles 172 jusqu'aux articles 245, nous avons toutes les questions relatives aux saisies de rémunération, saisies revendications, saisies des parts d'associés et des valeurs mobilières. Et aux articles 245-1 plutôt, jusqu'aux articles 245-34, on parle de saisie du fonds de commerce. C'est une modalité de saisie, pour ma part, qui sera très pratiquée et aussi qui est trop pratique pour permettre aux créanciers poursuivants de pouvoir être payés. Je viens de le dire, en dehors des matières prévues par cet acte uniforme, on ne peut pas appliquer ces dispositions aux autres matières. Et il est spécifié à l'article 1er que la saisie des navires ainsi que la saisie des aéronefs, ça ne relève pas de la compétence de cet acte uniforme, non, c'est pas régi par cet acte uniforme. Cela veut dire que lorsque le juge est saisi sur pied
des dispositions de cet acte uniforme en recourant aux voies d'exécution prévues par cet acte. Et par contre, la saisie des aéronefs, mais pour les navires, nous devons aussi avouer qu'on... Cela me ramène à traiter d'une question importante de l'amour sur la conformité de la norme interne non abrogée à la norme de l'OADA sur les saisies conservatoires et la loi sur l'aviation civile congolaise de 2010. Également, les procédures fiscales. Ces matières échappent à la compétence des dispositions des États uniformes. Au-delà des recouvrements des créances publiques, l'application de l'OADA et enlève le doute qui planait sur... Mais nous avons également, vous avez vu des définitions à l'article 1er. Les litiges linguistiques, les litiges compréhensionnels est toujours au rendez-vous. Mais parmi toutes ces définitions, nous avons voulu, c'est un acte d'avocat, c'est-à-dire un acte essentiellement et exclusivement élaboré par l'avocat, daté et signé par l'avocat. Mais avec ce nouvel acte uniforme, au-delà de la compétence attribuée à l'avocat de rédiger les cahiers des charges lorsqu'il s'agit d'une saisie immobilière, et même lorsqu'il s'agit de la vente de la saisie des biens meubles, eh bien, cette fois-ci, l'huissier de justice a la possibilité de rédiger aussi le cahier des charges lorsqu'il s'agit de la saisie du fonds de commerce. En vertu de l'article 245-17 de cet acte uniforme, lorsque l'huissier de justice est appelé à pratiquer la saisie sur le fonds de commerce et qu'il n'y a pas vente amiable du fonds de commerce, on va arriver à la vente forcée. Lors de cette vente forcée, eh bien, l'huissier de justice est appelé à rédiger le cahier des charges autant que l'avocat peut le faire. Mais au-delà de ces concepts, il y a également le concept de monnaie électronique. Vous verrez que dans cet acte uniforme, on parle de la signification par voie électronique, question de s'adapter à l'actualité de la technologie. Aussi, on parle de la saisie de la monnaie électronique aux articles 160-161 du dit acte uniforme. Eh bien, la monnaie électronique dont question, il ne s'agit pas de la crypto-monnaie. Vous savez, avec l'évolution de la technologie, on parle de la crypto-monnaie, des bitcoins, etc. Et il est difficile à appréhender même le sens. C'est tout sauf ça. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la monnaie électronique, on fait allusion à la monnaie véhiculée à travers nos téléphones mobiles, notamment mise en place par les sociétés Vodafone RDC SA, Orange Money, Afrimobile et MPSA, oui, Vodafone MPSA. Donc, il s'agit bien sûr de cette monnaie-là et non de la crypto-monnaie. Donc, cette précision définitoire est importante. Et les questions de l'autorité chargée de l'exécution ou l'huissier de justice. À l'article 1er, trait 3 et 2, vous allez vous rendre à l'évidence que cette fois-ci, pour remédier à plusieurs questions qu'on a connues dans la pratique de l'OADA, le législateur a en amont, alors que toutes ces questions étaient renvoyées au droit interne, le législateur a en amont prévu plusieurs matières et les compétences ainsi que la procédure de signification des actes de l'huissier, même les modalités de l'établissement de l'acte. Et les actes doivent être rédigés par l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution dans l'état partie. Le droit d'exécuter sous réserve d'une nuance saisie devant le notaire, et cette compétence est accordée aux huissiers de justice.
des cultes des greffiers parce qu'il y a toujours un débat entre les deux. Mais la personne attitrée, habilitée à poser les actes d'exécution, c'est l'huissier. Poser tout acte d'exécution posé par une personne non habilitée. La sanction, c'est la nullité. Et les actes que pose l'huissier des justice sont soumis. Ces actes sont soumis. Alors, mais dans ces conditions, il y a une nuance. Toujours, l'huissier des justice doit faire parvenir les documents, même pas lettre de communication faite à domicile ou à résidence. Lorsque la signification, si la personne à qui le tiers informateur trouve que la dite ordonnance pose des problèmes, il peut aussi la rétractation de l'ordonnance. Cette personne peut demander, c'est-à-dire la personne à qui le tiers informateur peut demander la rétractation de l'ordonnance. Mais maintenant, la forme des actes qu'il pose, ainsi que les délais, il peut les poser sur support papier comme habituellement. Il peut aussi les poser il peut aussi poser des actes et les notifier par voie électronique. Mais il y a une nuance à donner et ça nous demandons qu'il y ait des autres actes réglementaires pour réglementer les secteurs électroniques, pour savoir quels sont les procédés fiables de signification des actes. Lorsqu'il s'agit du Code numérique de France, il est clairement indiqué que lorsque la personne accuse réception, ou à défaut, accuse réception formellement, ou par un accusé de réception automatique, par mail, eh bien, c'est un procédé de réception électronique fiable. Mais chez nous, il va falloir qu'il y ait, nous avons déjà l'ordonnance loi qui réglemente les numériques, mais il va falloir d'autres actes réglementaires pour nous permettre d'évoluer et d'avoir des précisions quant à ça. Mais sur la forme, je viens de vous dire qu'à l'article 1er, trait 6, il est indiqué les éléments que doivent composer l'acte d'huissier. Mais quelle est la sanction issue de violation de vice de forme? La violation pour vice de forme peut être frappée de nullité. Seulement voilà, il n'y a pas de nullité sans grief. Il n'y a pas de nullité sans grief. Il y a un tempérament à ce principe. Et je suis précis pour les formalités pour vice de forme. Et il y a un tempérament. Lorsqu'il y a violation d'une disposition d'ordre public ou d'une mention substantielle, là, le principe pas de nullité sans grief est inopérant. Et c'est très important. Je suis encore sur les formalités pour vice, violation des formalités pour vice de forme ou sanction des nullités pour vice de forme. Mais au-delà, nous avons également des sanctions des nullités pour vice de fond. Et ça, c'est prévu à l'article 28, trait 3 du même acte uniforme. Et là-bas, il n'est pas nécessaire d'avoir ou plutôt de justifier des griefs. La violation des formalités pour vice de fond ne nécessite pas de grief. Les vices de fond sont connus toujours à l'article 200, plutôt à l'article 28, lorsque par exemple une personne a agi sans mandat pour une personne morale. Ça c'est un vice de fond. Une personne incapable a agi, incapacité en vertu de l'article 215 du Code de la famille. Ce sont des nullités ou des actes qui conduisent à la nullité pour vice de fond. Et donc, nous devons distinguer les formalités ou
plutôt la sanction des nullités pour vice de forme, qui fait application du principe pas de nullité sans grief, excepté lorsqu'il s'agit de la violation d'une règle d'ordre public ou lorsqu'il s'agit de la violation d'une formalité substantielle. Là, la computation de ces délais-là s'est faite à dater de l'acte. Mais lorsque les délais, deuxième modalité, lorsque le délai est exprimé en jours, ce sont des délais francs. Et les dièses apro et les dièses apro ne sont pas comptés. Dièses apro et les dièses apro ne sont pas comptés. C'est comme nous le faisons naturellement en droit interne. Lorsqu'on dit dans 8 jours, il faut signifier, c'est 10 jours ordinaires. Mais lorsque les délais sont exprimés en mois, l'on part du quantième au quantième. Ça veut dire, lorsqu'on a dénoncé, on a fait la dénonciation les 17 janvier, eh bien, c'est jusqu'au 17 février. Si on dit un mois, c'est 17 janvier jusqu'au 17 février. Mais ça peut aussi arriver que l'on tombe au mois de février et que l'acte est posé le 30 janvier. En principe, il faut arriver au 30 février. Or, février n'a pas de 30. Dans ces conditions, on prend les derniers jours du mois, c'est-à-dire le 28 ou le 29 comme cette année. Donc, je voudrais revenir sur cette modalité. Ces modalités, en commençant par lorsqu'il y a une expression, si vous trouvez dans l'acte uniforme, il est écrit à l'expiration de tel délai. Là, la computation des délais se fait à date du jour de l'acte. Mais lorsque le délai est exprimé en jours, c'est-à-dire lorsqu'on dit c'est 5 jours, eh bien, ça signifie que ce sont des délais francs, ça signifie que c'est 7 jours ordinaires. Vous devez aller, si ça a commencé le 17 janvier, ça doit aller jusqu'au 17 juin, et vous ajoutez les 19 jours, donc vous comptez les quantièmes au quantième pour le mois, et les délais francs pour les jours. Quand on dit 6 mois et 19 jours, ça signifie 6 mois et 21 jours ordinaires. Et voilà, je voulais me limiter par là sur ces questions d'ordre général, qui sont pourtant des signifient quelque chose de très important. Et voilà, nous allons entamer, se poser des questions sur la possibilité de l'appel. Est-ce qu'on peut aller en appel? Oui, l'appel peut être interjeté dans les conditions du droit au WADA, pas de droit commun comme avant, dans les 15 jours. Et quand j'ai dit le mandat de cette notification, c'est que le greffier est tenu d'envoyer tous les dossiers au juge devant la CCJA. Dès lors qu'on a déjà une décision au degré d'appel, ça vaut titre exécuté. Nous pouvons ainsi passer au relatif aux voies d'exécution. Et des voies d'exécution par rapport à la matière que cet acte uniforme organise. C'est-à-dire, il ne faut pas garder à l'esprit que toutes les saisies à opérer sont des saisies à pratiquer suivant l'acte, notamment saisie des navires, également la saisie opérée ou les voies d'exécution à opérer dans les cadres de matière, dans les cadres de saisie. Dans les cas de saisie prévus en matière. Il a parlé d'un ordre ou d'un nouvel ordre de signification institué par le droit de l'application de cet acte. Il y a des définitions des concepts dans l'acte uniforme. Et puis il a abordé la question de l'injonction de payer, l'injonction de délivrer, de restituer. Il a dit en tout qu'en matière d'injonction de payer, c'est une procédure qui vise à obtenir
les titres exécutoires. Le 926 de l'acte uniforme sur la société commerciale et territoire d'intérêt économique. Lorsque nous stations sur une question relative à la qualité des dirigeants dans les sociétés, 926 de l'acte uniforme sur les... L'OADA a changé les termes de cette formule exécutoire. Voilà ma question. Quelles sont les simplifications qu'apporte le nouvel acte uniforme par rapport à cette procédure? Mais une fois que l'opposition est formée, cette procédure se transforme en une procédure ordinaire, ouverte à toutes les voies des recours et même à tous les incidents de procédure qui peuvent avoir lieu lors d'un procès ordinaire. C'est pourquoi je pose cette question. À suivre l'exposé que vous avez présenté tout à l'heure et à lire même la loi, l'acte. Notre formateur d'aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ou démontrer comment le dessaisissement d'office d'un juge se fait en pratique? Ou comment savoir qu'il est au-delà du... Première, je la pose auprès du professeur Massamba. Vous avez précisé dans le contexte que les sociétés animées qui énumèrent les actes susceptibles de contrôle des constitutionnels. Deuxième question, et si elle est seulement mise en veille, ne voyez-vous pas qu'il y a suffisance des textes du droit interne et la situation? D'accord. Passez la parole au président. S'il vous plaît, je rappelle... Transmet l'entièreté du dossier à la juridiction d'appel, comme en matière pénale. Deuxième régime dérogatoire, c'est l'article 21, qui dit que lorsque au vu des énonciations nouvelles, il y a un problème avec des dispositions contraires à notre constitution, et le justiciable doit pouvoir se protéger. Donc on ne doit pas... Avant de passer la parole à André Bongo, très bien. La Commission nationale OADA de la République démocratique du Congo a une mission, notamment celle de la vulgarisation des as uniformes. On a besoin de rappeler que le 17 octobre 2023, l'OADA, les institutions de l'OADA se sont réunies à Kinshasa. Qui plus est, se sont réunies à Kinshasa au fin de adopter les nouveaux actes uniformes qui portent organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Cet acte, en effet, mérite vulgarisation et c'est dans ce cadre, s'appropriant cet acte uniforme qui est notre bébé, et c'est le premier pour le Congo, s'appropriant de cet acte uniforme, la Commission nationale OADA a bien voulu organiser une série des formations qui commencent à Kinshasa, ici, dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Et les objectifs poursuivis, c'est faire connaître, amener des connaissances nouvelles de ce nouveau bébé qu'est le nouvel acte uniforme. Quelles sont alors les innovations que ces nouveaux actes apportent? Alors, ces nouveaux actes uniformes apportent plusieurs innovations, surtout en matière de simplification des délais de procédure. Vous allez voir en matière d'injonction de payer que dans plusieurs autres saisies, les délais sont raccourcis. Et on impartit même aux juges d'appel et à plusieurs juges un délai pour se prononcer. Ça veut dire que c'est un délai contraint en dehors desquels les juges sont obligés de se prononcer sous peine de dessaisissement, sinon de poursuites judiciaires. Et donc, là où il y avait des délais de 30 jours, par exemple pour interjeter appel en matière d'injonction de payer, à ce jour, on est arrivé jusqu'à 15 jours. Là où il fallait 30 jours pour une opposition et d'autres 15 jours, on a réduit à 10. Et donc, vous voyez une volonté certaine, en résumé, de simplifier les procédures en matière de recouvrement des créances et surtout des voies d'exécution. Et en cette première tranche, quels sont les sujets auxquels vous avez exploité?
Alors aujourd'hui, nous avons présenté les institutions de l'OHADA ainsi que les normes de l'OHADA et planté les décors de la mise en œuvre de ces nouvelles actes uniformes. Et ça, c'était les thèmes du professeur Roger Massamba Makela. Et moi, Maître Landry Pongo, j'ai abordé la question du champ d'application de l'OHADA, les questions des délais de procédure, les compétences attribuées à l'huissier de justice qui sont des compétences énormes aujourd'hui parce que le législateur OHADA a pu fixer même les modalités de signification des actes d'huissier et a assorti la violation de ces formalismes, de certaines sanctions de nullité de forme. Et aussi la question de l'injonction de payer a été abordée, les différents éléments tels que modifiés, notamment les différents délais, la procédure de conciliation qui doit désormais être faite sur désignation du président d'un juge par un juge. Donc c'est un juge qui fait la conciliation. À la fin de sa conciliation, il dresse un PV de conciliation ou un PV de constat de non-conciliation et il remet les dossiers au juge de l'opposition qui continue et au degré d'appel, les juges sont obligés de statuer dans un délai bref de 2 mois à dater de sa saisine. Et donc, il y a plusieurs matières. Cet après-midi, nous allons aborder des questions très importantes aussi relatives aux immunités d'exécution, aux insaisissabilités. Il y a eu une réforme énorme sur la question de la rénonciation aux immunités d'exécution, sur la compensation. Question toujours incomprise, mais qui sera clarifiée aujourd'hui. Et pour terminer, quels sont les résultats que vous attendez après cette formation? Alors, nous attendons de juges qui sont très nombreux ici. En tout cas, nous avons dénombré plus de 80 juges, des avocats, des huissiers de justice et même des justiciables. Nous avons vu la présence de la Régie des eaux, toute l'équipe, plus de 18 personnes. Nous avons vu la présence de la SNE et tant d'autres sociétés qui sont là. Nous attendons que ces connaissances soient connues de ces grands publics divers et que le nouvel acte uniforme qui entre en vigueur ce 16 février 2024 soit mis en pratique à bon escient. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon. Comment dépasser? Et bonjour, c'est Maître Célestin Onema, huissier de justice, officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, président honoraire de la Chambre provinciale de Kinshasa-Gombe. Vous venez de suivre une formation sur l'adaptation des connaissances. Oui, madame, c'est très important. Ce qui m'intéressait le plus, ce sont nos attributions, nos compétences que le nouvel acte uniforme a essayé un peu de préciser. Et puisque depuis longtemps, nos attributions étaient mises en mal par les greffiers et les autres acteurs de la justice. Et étant partenaire important de la justice dans l'exécution de décisions judiciaires, la loi nous donne ce pouvoir d'exécuter les décisions judiciaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous voyons le nouvel acte uniforme revenir avec autorité et interdire quiconque, sanctionner même des nullités, tous les actes que quiconque oserait poser en cette matière. Donc c'est vraiment important, très important. Et aussi, l'huissier de justice a une lourde responsabilité. Il a une lourde responsabilité et il a maintenant beaucoup de charges. Il doit s'informer et se former, c'est très important, et poser des actes avec beaucoup de diligence, beaucoup de compétences. Merci. Je suis maître Crespin Kadimamou Kendi, je suis avocat.
Madame la journaliste, pour cette première tranche, j'ai retenu beaucoup de choses qui ont été de manière brillante exposées par les orateurs, en l'occurrence Maître Landry Pongo. Ici de vous rappeler que les nouvelles actes uniformes qui font en sorte qu'on se retrouve dans cette grande salle apportent beaucoup d'innovations en matière de procédures simplifiées d'égarement et voies d'exécution. J'ai retenu qu'actuellement, avec les nouvelles actes uniformes qui vont entrer en vigueur le 16 février 2024, dorénavant, on peut pratiquer la saisie de fonds de commerce, ce qui n'existait pas. Même en matière de saisie immobilière, il y a eu encore des ajouts. En matière de saisie immobilière corporelle, tout comme en matière de procédures simplifiées, notamment les cas de délai en matière d'injonction des pays. Donc, c'est cet acte uniforme, pour nous les praticiens des droits, les avocats, il est important de rehausser ou de participer à ce genre de formation pour adapter, comme le dit les thèmes de cette formation, nos connaissances aux nombreuses innovations apportées par les nouvelles actes uniformes. Donc une occasion pour moi de lancer l'appel aux autres praticiens des droits, en l'occurrence les avocats, de venir demain pour également adapter leurs connaissances aux nombreuses innovations apportées par les nouvelles actes uniformes, portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Je vous remercie, Madame la journaliste.